Nous sommes en Europe, pendant l'hiver 1814. Dans les campagnes de la France impériale, les armées du continent se sont donné rendez-vous. D'un côté, la 6e coalition avec 1 million d'hommes venus d'Autriche, de Russie, de Prusse, d'Espagne ou d'Angleterre. De l'autre, Napoléon Ier et ses Marie-Louise, les jeunes conscrits d'à peine 20 ans, à peine équipés, à peine entraînés. Tout au plus, ils sont 200 000, recrutés au fur et à mesure de l'invasion. Pourtant, malgré un rapport de force extrêmement désavantageux, les défenseurs font des miracles. L'empereur vole de victoire en victoire, il terrasse ses ennemis sur le champ de bataille. Pour chaque Français perdu, on en compte 2 voire 3 dans le camp d'en face. Le problème finalement, c'est que les adversaires de Napoléon ne sont pas seulement à l'extérieur des frontières. Ils sont aussi à l'intérieur. Comme nous l'avions dit dans l'épisode précédent, Talleyrand organise un coup d'État dans la capitale. Son 18 Brumaire à l'envers, comme il l'a dit lui-même, encourage les Alliés à marcher sur Paris. Une trahison qui est rendue possible aussi par la passivité de la population. C'est que Napoléon commence à devenir impopulaire. En 1812, en 1813, en 1814, il a appelé près de 900 000 hommes sous les armes. Pour des Français qui sont en guerre quasi continuelle depuis 20 ans, la campagne de France était l'effort de trop. Bref, bien aidé par Talleyrand, le rouleau compresseur coalisé s'empare de Paris facilement. Bien aidé par les royalistes qui sentent le vent tourner, la ville de Bordeaux se livre aux Anglais et demande le retour de Louis XVIII. Début avril 1814, la France est à la croisée de son destin. Soit Napoléon abdique en faveur de son fils, soit Napoléon abdique en faveur du frère de Louis XVI, ce qui signifie un retour à la monarchie. Et bien évidemment, avec autant d'intrigues politiques, Talleyrand est encore à la manœuvre. En effet, le renversement du régime est l'occasion de renouer avec les valeurs libérales de la Révolution. Liberté de commerce, laisser-faire sur les marchés. Talleyrand veut une monarchie contrôlée par des parlementaires, et des parlementaires élus par les plus riches. Au final, c'est le modèle britannique que l'ancien ministre veut pour la France. Mais les événements militaires sont encore trop incertains. Le 2 avril, les Alliés sont à Paris mais sont à 500 km de leur réserve. Si Napoléon rallie ses troupes et les encercle, il pourrait les écraser dans la capitale. Malheureusement pour lui, ce sont ses maréchaux qui ne veulent plus se battre. Ces derniers veulent déposer les armes et proposent une abdication en faveur de Napoléon II. L'Empire serait donc maintenu, l'essentiel serait sauvé, et le tsar est sur le point d'accepter, quand tout à coup la situation connaît un renversement. En effet, à Lyon, on apprend que le maréchal Augereau s'est rendu à l'envahisseur. À Paris, c'est le maréchal Marmont qui passe à l'ennemi avec près de 20 000 hommes. D'un instant à l'autre, Napoléon n'a plus de moyens de pression. Et Talleyrand pousse alors ses pions. D'abord, les Alliés forcent l'empereur à l'abdication sans condition. Ensuite, le Sénat vote le retour à la monarchie. Le 6 avril, le stratagème du ministre est complet. La période de l'Empire est terminée. Celle de la Restauration peut enfin commencer. Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Napoléon Souvenir. Que vous soyez collectionneur ou désireux d'enrichir vos connaissances, découvrez dès maintenant leur catalogue sur le Premier Empire. N'hésitez pas à visiter leur site internet, en cliquant sur le lien dans la section des commentaires, ou à vous rendre directement dans la boutique Napoléon, située à Paris. Mais retournons à notre histoire. Le 20 avril 1814, après avoir abdiqué sans condition, Napoléon est contraint à l'exil. L'empereur quitte Fontainebleau, il fait ses adieux à sa garde et s'en va pour l'île d'Elbe. Pendant ce temps, Talleyrand prend la tête du gouvernement provisoire. Comme nous l'avions dit dans l'épisode précédent, si le ministre a tant œuvré pour le retour de Louis XVIII, c'est qu'il espère le contrôler. Rappelez-vous, le 6 avril, les sénateurs avaient écrit une constitution. Si le roi veut régner, il faut qu'il accepte une monarchie contrôlée. S'il veut retrouver son trône, il faut qu'il partage ses pouvoirs. En France, la monarchie suivra le modèle britannique ou ne sera pas. Pour réussir son coup d'État, Talleyrand doit convaincre les masses.
Et le meilleur moyen de le faire, c'est évidemment de leur promettre des avantages, comme une baisse des impôts. Dans l'opinion publique, cet argument est pris très au sérieux. En 1813, en 1814, Napoléon avait considérablement augmenté les taxes. Rendez-vous compte qu'à Paris, un verre de vin sur une terrasse était taxé à 94%. En fin de compte, un client qui commandait une boisson en payait 2 pour le prix d'une. Et ce genre de TVA napoléonienne valait aussi pour le sel, pour la viande, pour le tabac ou pour la farine. Chaque produit était frappé par un ensemble de taxes indirectes qu'on appelait les droits réunis. Autant dire qu'après l'abdication, Talleyrand saute sur l'occasion. Le retour de Louis XVIII, promet-il aux Français, c'est la fin des droits réunis. Le principal intéressé d'ailleurs reprend le mouvement. La chute de l'Empire est le début d'une ère prospère, soutient-il à son peuple. Bref, le roi et Talleyrand trouvent rapidement un accord en matière fiscale. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un accord en matière politique. Et c'est donc pour décider du sort de la France qu'on organise une rencontre à Compiègne, entre les deux hommes s'y présentés, le 29 avril 1814. En ce beau jour de printemps, la ville de Compiègne s'est mise sens dessus dessous. Louis XVIII est accompagné de sa suite. On y trouve des aristocrates, des majordomes, des cuisiniers car le frère de Louis XVI est un gourmand, mais aussi des intellectuels comme Chateaubriand. D'ailleurs, l'auteur vient de publier un pamphlet, de Bonaparte et des Bourbons, qui s'est écoulé à plusieurs milliers d'exemplaires. Il y écrit notamment que la puissance des Bonaparte, aussi prométhéenne soit-elle, s'est débordée comme le flux de la mer. Puis tout à coup, elle s'est retirée comme le reflux. Une façon de dire que le pouvoir impérial n'est qu'éphémère, alors que le pouvoir royal est une garantie plus stable. Quoi qu'il en soit, Talleyrand est venu pour autre chose. À Compiègne, il demande aux Bourbons d'accepter la Constitution, d'accepter la monarchie à l'anglaise, d'accepter la monarchie contrôlée. Seulement, son interlocuteur établit rapidement un rapport d'autorité. Nos maisons datent de la même époque, lance-t-il au ministre. Mais mes ancêtres ont été plus habiles. Conséquence, ce n'est pas vous, Talleyrand de Périgord, qui dites « asseyez-vous près de moi », mais c'est plutôt moi, souverain par la grâce de Dieu, qui vous oblige à m'écouter. Autrement dit, lorsque le roi parle, le sujet se soumet. Et le souverain se montre extrêmement clair. La monarchie n'a pas à remercier la bourgeoisie parisienne. Ce n'est pas elle qui a rétabli la royauté, c'est le peuple français tout entier qui s'est révolté pour le retour du roi. Dans cet argumentaire plutôt surprenant, l'exemple de Bordeaux est d'une importance capitale. Le fait que la ville se soit livrée d'elle-même aux Anglais, en rappelant le Bourbon sur le trône, serait une preuve tangible de sa popularité. À y entendre le roi, le 18 Brumaire à l'envers de Talleyrand serait presque un épiphénomène. Et Louis XVIII en tire sa conclusion. Pas de monarchie contrôlée, pas de constitution, plutôt scier du bois que de régner comme le roi d'Angleterre, affirme-t-il sans détour. Finalement, la rencontre de Compiègne est un échec. Mais dans les faits, Louis XVIII ne peut pas s'opposer à Talleyrand. La raison est plutôt simple. Non seulement les alliés qui occupent la France soutiennent le projet du ministre, mais surtout l'État français est endetté, fortement, auprès de la bourgeoisie. Près de 700 millions de francs ont été empruntés par Napoléon pour défendre l'Empire. 700 millions de francs, alors que les recettes sont de 900 millions, cela passe encore. Mais le 30 mai, la France est forcée de revenir à ses frontières de 1792. Elle perd des millions d'habitants, et d'un seul coup les recettes fiscales estimées passent de 900 à 500 millions. Bref, lorsqu'il arrive à Paris, Louis XVIII n'a pas tellement le choix. Il a les mains liées par la dette et ses prêteurs ne veulent pas d'un retour à l'ancien régime. Le 4 juin, un peu à contre-cœur, il publie une charte convertissant la royauté au libéralisme. Les réformes de l'Empire sont maintenues, comme les préfectures, les cours de justice, le code civil. Les élections se font au suffrage censitaire. La liberté de la presse est garantie. Enfin, les créances empruntées par l'État seront remboursées jusqu'au dernier centime. Finalement, le texte ressemble en tout point au projet de monarchie à l'anglaise que voulait Talleyrand. Pourtant, le Bourbon n'avait-il pas dit « plutôt scier du bois que de régner comme le roi d'Angleterre » ? Dans sa charte, le souverain réussit tout de même un tour de force. Il rappelle que le roi est élu par Dieu, qu'il est inviolable et qu'il a un droit de veto.
Symboliquement, le gouvernement a donc autorité sur les parlementaires, ce qui fait toute la différence avec le roi d'Angleterre. Au projet de monarchie contrôlée que voulait Talleyrand, le roi réussit à imposer une monarchie limitée. Au moins, il sauve les apparences. Maintenant, pour rembourser les dettes, le roi doit faire des économies. Le budget militaire est réduit de 70%, les effectifs de l'armée passent de 500 à 225 000, la solde des officiers est réduite de 50%, si bien qu'on appelle les vétérans les demi-soldes. Le problème, c'est que dans un pays aussi militarisé que la France, la mesure jette des milliers de gens dans la misère. Les soldats bien sûr, mais aussi les ouvriers, les boulangers, les tisserands. Tous ceux qui travaillent pour les fournisseurs de l'armée se retrouvent au chômage. Ensuite, car ces efforts ne sont pas suffisants, le roi revient sur ses promesses en matière fiscale. Puisqu'il est impossible de faire payer les plus riches, le gouvernement se tourne vers les pauvres. Les impôts, les droits réunis, on avait juré de les supprimer. Eh bien tant pis. Ils sont maintenus au même niveau que pendant la guerre. À Paris, le roi semble inconscient des conséquences de sa politique. Chateaubriand écrit même un rapport optimiste. La révolution était l'égalité, l'empire était la force, la restauration est la liberté. Elle est l'arche sainte pour laquelle on doit se jeter dans les flammes. Autrement dit, tout le monde est persuadé que le projet du gouvernement est le meilleur qui soit. C'est vrai que le libéralisme de la monarchie contraste avec l'autoritarisme impérial. Le problème, c'est bien la question fiscale et le fait que le roi persiste dans la symbolique d'Ancien Régime. Dans son palais, on organise des banquets, on organise des bals, on organise des grands spectacles. Ce n'est pas encore Versailles, mais l'esprit est exactement le même. Les Français au régime sec, la noblesse qui fanfaronne. Comme si le Bourbon n'avait rien appris. Si bien que pour déclencher un coup d'État, il ne faudrait qu'une étincelle. La seule question qui se pose, c'est qui serait encore assez fou pour allumer la traînée de poudre. Nous sommes en Europe, pendant l'été 1814. Alors que le pays se remet à peine de 20 ans de guerre, le roi convertit la France au libéralisme. Le problème, c'est qu'il maintient les impôts élevés, qu'il met l'armée au régime sec et qu'il rétablit la symbolique d'Ancien Régime. Lorsque les Alliés quittent la France, le Bourbon n'a plus la protection des forces étrangères. Pour déclencher un coup d'État, une étincelle suffirait. Quoi qu'il en soit, le 18 septembre 1814, un grand congrès pour la paix s'organise à Vienne. Pour simplifier, l'objectif des Alliés est de répondre à deux questions. D'abord, comment redistribuer les territoires libérés? Ensuite, que faire de l'héritage politique de Napoléon? Car l'empereur n'a pas fait que dominer l'Europe, il l'a transformée en profondeur. Comme en France, les peuples ont désormais des codes civils, des constitutions, des cours de justice, des parlements. La fin de l'Empire doit-elle signifier un retour au monde d'avant? Ou les vainqueurs doivent-ils maintenir en place les réformes du vaincu? Pour répondre à ces deux questions, les Alliés tentent de trouver un compromis. Problème, le 1er novembre 1814, lorsque les débats commencent, ils se disputent rapidement. Les Russes veulent la Pologne, ce qui provoque la colère des Prussiens qui veulent aussi leur part du gâteau. Néanmoins, Berlin veut surtout l'Allemagne, et le roi de Prusse se heurte aux intérêts des Autrichiens dans la région. Quoique Vienne pourrait se contenter de l'Italie. Mais si l'Autriche prend l'Italie, alors pourquoi le tsar ne peut obtenir la Pologne? Chaque puissance veut se partager le reste de l'empire napoléonien, et chacun tente d'obtenir le plus de gains possible. Puis soudainement, alors que les Alliés se querellent, Talleyrand fait son apparition dans le congrès de Vienne. Pourtant, si la France est vaincue, Paris n'a pas tellement sa place dans les débats. Mais le ministre réussit une prouesse diplomatique. Il parle avec tout le monde, sans zèle, sans précipitation, et toujours de façon subtile. Par ses basses manœuvres, il obtient une place de choix dans les négociations. Son argument est simple. Les Alliés n'ont pas fait la guerre aux Français, ils ont fait la guerre à Napoléon. Maintenant que leur victoire est totale, la France est à nouveau respectable.
l'occasion pour Talleyrand d'établir le plan suivant. Puisque la Russie lorgne un peu trop sur la Pologne, mais aussi sur l'Empire ottoman, puisque la Prusse lorgne un peu trop sur la Saxe, mais aussi sur la région du Rhin, le ministre fait entrer la Grande-Bretagne, la France et l'Autriche dans une nouvelle alliance. Le 3 janvier 1815, un traité secret est signé entre les trois puissances. Paris, Londres et Vienne s'opposent à l'expansion de Saint-Pétersbourg et de Berlin. Cependant, la question territoriale n'est qu'une partie du problème. Il faut aussi parler de l'héritage impérial. Pour rappel, avant la Révolution, la hiérarchie du pouvoir était plutôt simple. En haut de la pyramide, il y avait Dieu. Ce dernier donnait à un souverain le droit de régner sur les hommes, et ce dernier s'appuyait sur les aristocrates pour diriger les peuples. En revanche, quand Napoléon conquiert l'Europe, ce système est complètement détruit. En haut de la pyramide, il y a désormais l'empereur. Ce dernier n'est pas divin, mais serait officiellement choisi par le peuple qui aurait voté pour lui. Ensuite, Napoléon s'appuie sur des institutions pour diriger la société. Les préfectures, les corps de religieux, les corps de commerçants, les assemblées parlementaires. Là est toute la différence avec l'ancien système. Dans le monde féodal, la classe dominante est l'aristocratie. Les privilèges se transmettent de père en fils. La loi n'est pas écrite, ou très peu. La justice est rendue au nom de Dieu. Dans le monde napoléonien, la classe dominante est la bourgeoisie. En effet, les responsabilités sont acquises par la méritocratie. Ceux qui peuvent se payer une éducation peuvent prétendre aux meilleurs emplois. Ensuite, la loi est écrite dans un code civil. Autrement dit, ceux qui ont suffisamment d'argent pour aller voter peuvent influencer la façon dont la loi est rédigée. Enfin, la justice est rendue au nom du peuple. Le pouvoir n'incarne plus la volonté divine, mais il incarne la volonté nationale. Maintenant, une fois que l'empereur est déchu, les alliés veulent un retour au monde féodal. Mais bien sûr, les bourgeois veulent défendre leurs intérêts. On réclame donc le maintien des réformes, comme le droit de vote, comme le code civil, comme les institutions. L'aristocratie défend l'absolutisme, la bourgeoisie défend le libéralisme. Bref, la chute de Napoléon provoque une véritable lutte des classes en Europe. Aussi, Talleyrand joue encore un double jeu dans le Congrès de Vienne. Comme nous l'avions vu, le diable boiteux, comme il est surnommé, défend les réformes libérales en France. Mais sur la scène européenne, il se range du côté des partisans d'un retour à l'absolutisme. Une façon de montrer aux yeux du monde que Paris n'est plus un ennemi. Et pour le prouver, afin d'éviter des révoltes libérales, il propose d'éloigner Napoléon encore plus loin. Pour lui, il faut l'exiler aux Açores ou à Sainte-Hélène. Chose peu connue, ce ne sont même pas les Anglais qui ont proposé l'idée en premier. Et Talleyrand va encore plus loin. Non content d'éloigner l'empereur, il veut aussi empêcher sa femme et son fils de le rejoindre. Lors de l'abdication en effet, les Alliés avaient promis que Marie-Louise et Napoléon II pourraient aller sur l'île d'Elbe. Seulement, pour le français, laisser perdurer la lignée des Bonaparte et prendre un risque trop important. Le fils de l'empereur, qu'on appelle l'Aiglon, n'a que 4 ans à l'heure où nous parlons. Mais il grandira. Que faire si un beau jour? Que faire si l'enfant décide de rejoindre la France? Que faire si dans un monde où l'absolutisme est restauré? Que faire s'il devient le symbole de la liberté? À plus de 1000 km de Vienne, Napoléon apprend les projets de Talleyrand. Marie-Louise, l'Aiglon, il était convenu que la famille se réunisse. Trahison. Trahison pour Napoléon qui avait accepté la paix en ces termes. À ce moment crucial, le souverain d'Elbe est approché par un espion. Payé par ses soutiens indéfectibles, comme le maréchal Davout ou l'académicien Maret, il affirme que Louis XVIII a perdu l'opinion publique. Les impôts élevés, l'humiliation de l'armée, la symbolique d'Ancien Régime. Si l'empereur veut revenir, c'est maintenant ou jamais. Mais s'il revient en France, ne serait-ce pas la guerre civile? Ne serait-ce pas la guerre sur terre? Ne serait-ce pas la guerre sur mer? Sauf si l'Autriche se tient tranquille, pense Napoléon. Car si Vienne ne bouge pas d'un pouce, les Prussiens et les Russes ne feront rien. Pour la réussite de l'opération,
Il faut donc espérer que François Ier et Metternich trouvent un intérêt à maintenir les Bonaparte. Car le fils de Napoléon, comme nous l'avions vu dans les épisodes précédents, est à moitié français, à moitié autrichien. Et se peut que l'Autriche trouve un intérêt dans une alliance avec la France. Et selon les mémoires de Louis-Joseph Marchand, le valet de chambre de l'empereur, ce dernier est persuadé que son beau-père ne lui fera pas la guerre. Alors le 26 février 1815, l'aigle impérial prépare son retour. La période de l'exil est terminée, celle des 100 jours peut enfin commencer. Nous sommes le 26 février 1815, sur les côtes de Porto Ferraio, la capitale de l'île d'Elbe. Souhaitant profiter de l'impopularité de Louis XVIII, et voulant éviter un exil qui l'arracherait à son destin, Napoléon prépare son retour en France. Dans une proclamation, il explique ses motivations. D'abord, il nie avoir été battu par l'envahisseur. L'armée ennemie était perdue et sans ressources, écrit-il. Puis la trahison de Marmont et d'Augereau changea le cours de l'histoire. Comme nous l'avions rappelé en introduction, c'est le mouvement inattendu des deux maréchaux qui a forcé son abdication. Ensuite, Napoléon pourfend le gouvernement du roi. Français, écrit-il, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Les impôts élevés, l'humiliation de l'armée, la symbolique d'Ancien Régime. Un prince est assis sur mon trône et ne règne que par le soutien de l'étranger et des aristocrates. Après avoir écrit sa proclamation, Napoléon prépare ses hommes. Près de 900 soldats l'accompagnent. Ils sont dirigés par Cambronne, un vétéran parmi les vétérans qui doit tout à l'empereur. Et c'est ainsi que dans la pénombre de la nuit, à bord de petits navires et de vaisseaux de fortune, l'aigle impérial prend son envol. Avec sa flottille improvisée, Napoléon met 3 jours à traverser la mer. Les 3 jours sont interminables, ils sont affreux, surtout qu'il faut éviter les navires anglais qui surveillent les environs. Cependant, il en faudrait davantage pour démoraliser les hommes. La troupe a juré de mourir pour la cause qui lui est chère et les navires continuent leur route. Lorsque la terre est en vue, l'empereur se ressaisit enfin. La flottille s'apprête à débarquer et les 100 jours commencent. Le 1er mars 1815, Napoléon arrive donc à Golfe-Juan, près d'Antibes. Maintenant, pour regagner Paris, il doit éviter les zones où la monarchie est populaire. La Provence, la Bretagne, l'Aquitaine. Ces régions maritimes n'ont jamais gardé un bon souvenir de l'Empire. La raison est d'ailleurs plutôt simple. Lorsque la marine royaliste a fait défection à la République en 1793, les Anglais en ont profité pour imposer un blocus naval. D'un jour à l'autre, les colonies ont été ravagées, les ports ont été bloqués, et Napoléon n'a pas réussi à rétablir la prospérité. Pour toutes ces raisons, en 1815, les régions côtières sont plutôt favorables au roi. Par contre, les régions de l'Est et du Centre ont connu un développement économique important sous l'Empire. Celles-ci sont plutôt favorables à Napoléon. La route du retour est donc trouvée rapidement. Plutôt que la vallée du Rhône, on préfère couper par les Alpes, par Grenoble, par Lyon, Auxerre puis Paris. Dans la capitale, Louis XVIII est catastrophé par la nouvelle. Chateaubriand nous livre un témoignage édifiant. On voyait des aigles rentrer par les fenêtres, écrit le Malouin. Les aigles étant le symbole de l'Empire. On voyait aussi des troupeaux de dindons sortir par les portes. Les dindons désignant familièrement les aristocrates. À la simple nouvelle d'un retour de Napoléon, une panique soudaine s'empare de la noblesse. Si bien que pour ramener le calme, le roi fait une déclaration. L'usurpateur est un hors-la-loi. Il faut le fusiller dès qu'on l'aperçoit. La seule question qui se pose, c'est envers qui l'armée sera fidèle. Quelle que soit la réponse, les Alliés ne perdent aucun instant. Napoléon s'est livré à la vindicte publique, affirme-t-il sans détour. Il est un ennemi et un perturbateur du monde. Bien sûr, on fait immédiatement doubler la surveillance autour du fils de l'empereur. En aucun cas et en aucune manière, Napoléon II ne doit quitter la capitale autrichienne. La garde est doublée, les entrées sont surveillées,
l'Aiglon est gardé jour et nuit. Si jamais il est enlevé par des espions français, c'est tout l'édifice du Congrès de Vienne qui pourrait s'effondrer. Bref, à peine revenu, Napoléon se retrouve à marcher sur un fil. La réussite de l'opération dépend de l'attitude des militaires français, mais aussi du comportement des Autrichiens. Pour activer ses réseaux diplomatiques en revanche, l'empereur doit d'abord atteindre Paris. Problème, l'armée royale s'apprête justement à lui couper la route aux environs de Grenoble. Le 7 mars, près d'un village appelé Lafray, l'histoire de France est à un tournant de son destin. Pour la scène que nous allons raconter, nous nous appuierons sur le travail de Stendhal. L'écrivain s'est appuyé sur des témoignages d'époque et nous livre un récit qui ressemble à ceci. En ce 7e jour du mois de mars, le régiment royal est encadré par 2 officiers. Le premier est un chef de bataillon nommé Le Sart. Le second est un capitaine nommé Randon. Tous les deux sont sous la supervision du comte d'Artois, mais celui-ci est resté à Lyon. En son absence donc, c'est Le Sart qui a autorité sur les hommes. En vertu de sa mission, et à la vue de Napoléon, le chef de bataillon fait charger les canons. Les hommes se mettent en ligne, ils se préparent à faire feu. Après tout, les ordres sont les ordres. Mais si vous vous rappelez, un sentiment de colère anime l'armée depuis le retour à la monarchie. Il faut voir aussi la façon dont le gouvernement la traite. Moins 70% de budget, des effectifs réduits de moitié, moins 50% sur la solde des vétérans. En plus, toute l'éducation des soldats tourne autour des mêmes sujets. Les grandes batailles comme Austerlitz, la grande armée à Boulogne-sur-Mer, Bonaparte en Égypte, Napoléon en Prusse. Difficile de mettre en jeu le héros qui fascine votre imagination. Pour ne rien arranger, les hommes ont été dopés à la méritocratie pendant 20 ans. Obéir au comte d'Artois, qui est généralissime son talent militaire, est une chose tout à fait insupportable. Alors quelles en sont les conséquences? Quand Le Sart prépare ses hommes, les soldats s'interrogent. Va-t-on vraiment tuer Napoléon? Va-t-on vraiment faire prisonnier le héros? Les soldats ont brandi leurs fusils mais se regardent dans les yeux. Puis ça discute, ça s'interpelle, ça hésite. À ce moment crucial, des civils traversent l'espace qui sépare les 2 armées. Ces civils, ce sont des avocats, des notaires, des commerçants, des paysans parfois. Ils se sont ralliés à l'empereur quand ce dernier traversait leur village. Et aujourd'hui, leur rôle est très important. En effet, ils font passer dans les rangs adverses une proclamation écrite par Napoléon lui-même. Soldats, peut-on lire sur le papier? Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. À la lecture de la proclamation, les soldats discutent pendant 3 quarts d'heure. Le Sart étant incapable de prendre une décision, c'est donc le capitaine Randon qui prend son courage à 2 mains. Celui-ci s'approche, avec une avant-garde, fait agenouiller les hommes et les fait mettre en joue. Mais que de pression pour les pauvres soldats! Ceux-là détiennent carrément l'avenir de la France au bout de leur fusil. Alors vont-ils tirer? Vont-ils désobéir? Lorsque tout à coup le capitaine donne son ordre. Feu. Feu à volonté. Mais les soldats ne réagissent pas. Est-ce mon chef de bataillon qui en donne l'ordre? Demande l'un d'entre eux. Feu, répète le capitaine. Mais son subordonné insiste. Je tirerai si mon chef de bataillon en donne l'ordre. Et le chef de bataillon, c'est Le Sart. Ce même Le Sart qui reste encore bouche bée, les yeux écarquillés, l'esprit ébouillanté par autant de pression. Mais avant qu'il n'ait pu dire un mot, Napoléon saisit l'instant. Soldats, je suis votre empereur. S'il en est un parmi vous qui veut tuer son général, eh bien me voilà. Dans un silence de plomb, Napoléon s'avance encore un peu. Le trône des Bourbons est illégitime. Il est contraire à la volonté nationale. Puis tout à coup,
Comme si une pensée collective avait traversé les esprits, la troupe se met à hurler. Les soldats jettent leurs armes et se précipitent vers Napoléon. Cette fois, c'est sûr, dans la prairie de la rencontre, comme l'a dit Stendhal, le sort de la France a basculé. Le 7 mars, l'armée envoie un message au gouvernement. Le ralliement des troupes à l'empereur est imminent. Louis XVIII a perdu l'appui des soldats. Aussi, le seul espoir qui reste au roi, c'est le maréchal Ney. Ce dernier fait d'ailleurs une promesse. Je vous ramènerai Napoléon dans une cage de fer. Mais rien n'est moins sûr. En effet, Napoléon avance désormais sur un territoire où l'opinion lui est favorable. Lorsque Ney atteint Auxerre, il est pris de court par l'émotion. Le 18 mars, il fait défection à l'armée royale et rejoint son ancien maître. Le 19, le roi prend la fuite vers la ville de Gand, en Belgique. Le lendemain, Napoléon entre enfin dans la capitale. Maintenant, quelle sera la réaction des Européens? À Vienne, le tsar et le roi de Prusse veulent partir en croisade. L'Angleterre est allée en appui, et tous les yeux sont braqués sur l'Autriche. Quant aux Français, quelle sera leur réaction? Si la monarchie est populaire dans les zones maritimes, mais qu'elle l'est beaucoup moins dans l'Est et le Centre, alors le pays va-t-il entrer en guerre civile? Et si c'est le cas, le soutien d'une moitié de la France sera-t-il suffisant pour vaincre une possible invasion générale? Et pendant ce temps, le roi réfugié dans la ville de Gand appelle à l'aide. Seule une intervention de l'étranger peut lui sauver la mise. Chateaubriand qui l'accompagne tente de lui remonter le moral. Il lui fait la lecture, il est son secrétaire, il est son homme à tout faire. Mais le moral n'y est pas pour le Bourbon. Tout l'édifice qu'il a construit s'est effondré comme un château de cartes. En moins de 20 jours, il a tout perdu. Cette vidéo était soutenue par notre partenaire Napoléon Souvenir. Que vous soyez collectionneur ou désireux d'enrichir vos connaissances, découvrez dès maintenant leur catalogue sur le Premier Empire. N'hésitez pas à visiter leur site internet, en cliquant sur le lien dans la section des commentaires, ou à vous rendre directement dans la boutique Napoléon, située à Paris. Quant à nous, nous nous retrouverons pour le grand final de la saison. Napoléon et la bataille de Waterloo. Ne manquez pas le prochain épisode sur Bataille de France.